Chers amis, bonsoir. Vous êtes en compagnie de Pierre de la chaîne YouTube Sur les pas de Pierre et Léna. Très heureux de vous retrouver ce soir pour notre sixième émission, celle du mardi 1er août. Je vous rappelle que nous allons nous retrouver aujourd'hui, mardi, et puis demain soir, même heure, 21h30, et puis enfin jeudi, donc pour une troisième émission de la semaine à 20h. Alors, vous avez sous les yeux la playlist qu'on constitue au fur et à mesure de nos émissions. Cette playlist, elle est disponible dans les playlists de la chaîne YouTube Sur les pas de Pierre et Léna. Et comme vous l'avez actuellement sous les yeux, eh bien, chaque émission est numérotée. Il y a donc eu la numéro 1, 2, 3, 4, 5 et la sixième, c'est celle de ce soir. Donc vous avez actuellement sous vos yeux les 6 premières émissions. Alors évidemment, ce qui va vous aider davantage, c'est le sommaire que voici. Alors, avant d'aborder l'émission d'aujourd'hui avec les expériences de 1000 grammes, je pense que tout le monde a entendu parler de ces expériences étonnantes, voire plus, de 1000 grammes qui met en évidence à quel point la plupart d'entre nous, dès lors qu'ils sont face à une autorité, sont prêts à se soumettre à ses injonctions et à ses ordres plutôt que de suivre leur conscience. C'est les expériences de 1000 grammes. On va voir par le menu détail de quoi il s'agit dans cette émission. Et puis ensuite, on verra ce qui en découle, c'est-à-dire enseigner l'obéissance aveugle, la fabrication des monstres. Voilà pour notre menu, si je puis dire les choses ainsi, pour le programme de ce soir. Et puis, je fais un petit retour en arrière pour vous resituer ça dans le contexte du livre. La superstition la plus dangereuse, je pense que vous avez compris, que si vous êtes ici, que c'est évidemment cette confiance aveugle que beaucoup d'entre nous ont dans l'autorité. Cette autorité étant supposée, évidemment, disposée de vertus que nous, les mortels ou simples citoyens, n'aurions pas, c'est-à-dire nous devrions nous y soumettre sans interroger notre conscience et notre sens de la moralité, quant à savoir qu'est-ce qui est bien et qu'est-ce qui est mal. Du moment que cela viendrait d'une autorité, cela ne pourrait être qu'au bien. Voilà le présupposé qui nous amène à accorder une confiance aveugle à tout ce qui est de l'ordre d'une autorité, laquelle est représentée, évidemment, ce qui est l'autorité, c'est presque une seule et même chose, c'est le gouvernement. Le gouvernement fait usage d'autorité auprès de ses gouvernés. Alors, vous voyez, dans la première partie, on a repris le titre du livre, La superstition la plus dangereuse. Ensuite, on a eu une vue d'ensemble avec les différentes parties du livre. On va en voir déjà les premières ce soir. Identifier l'ennemi. On a vu que le gouvernement n'existe pas, c'était l'émission numéro 2. On a vu les ramifications de cette superstition, de cette croyance finalement vertigineuse dans laquelle on pourrait, par le simple fait d'une élection, du choix d'un type de gouvernement, éliminer à tout jamais le fait que parmi les humains, eh bien, il y a des gens qui ont envie de voler, de tuer, de violer, et pire encore. Et évidemment, le fait qu'ils soient membres d'un gouvernement nous laisserait croire que ces gens seraient en dehors de toutes ces violences dont peuvent faire preuve certains d'entre nous. Il suffirait qu'ils soient nommés au sein d'un gouvernement pour qu'ils soient en quelque sorte exempts de ces travers. Et nous sommes en train de voir, pour ceux qui veulent ouvrir les yeux, où ça nous mène. Donc les ramifications de la superstition, tenter de rationaliser l'irrationnel, le mythe du consentement, plus de mythologie. Et puis, on en est arrivé à l'émission numéro 3, donc je vous renvoie à tout ce qui a déjà été enregistré. L'ingrédient secret, l'excuse de la nécessité. Et ensuite, on est passé à la partie 2, les preuves de l'autorité, l'abandon du mythe, pourquoi le mythe d'un gouvernement est tentant, la religion du gouvernement, c'est-à-dire qu'il y a tout un comparatif entre les religions et les gouvernements qui sont à eux seuls, en quelque sorte, des religions. Et puis l'émission numéro 4, ça nous renvoie à mercredi dernier, l'autorité égale violence immorale, qui leur a donné le droit, modifier la moralité, l'inévitabilité du jugement.
Ensuite, on est arrivé à l'émission numéro 5, ce jeudi 27 juillet et ça nous a fait rentrer dans la troisième partie, les effets de la superstition. On a évoqué les effets du mythe et cette troisième partie se décline en petit a, petit b, petit c, petit d. Dans la partie 3A, les effets du mythe sur les maîtres, dans la partie 3B, les effets du mythe sur les exécutants. Pour revenir dans la partie 3, on a vu le droit divin de l'homme politique et dans la partie 3B, les effets du mythe sur les exécutants, nous avons évoqué de suivre les ordres, quelque chose de vraiment très instructif pour ceux qui ont suivi l'émission. Et puis nous voici arrivés ce soir avec cette expérience fondamentale dont je suis sûr que vous avez quasiment tous entendu parler, qui sont les expériences de 1000 grammes. Alors sans plus tarder, on va rentrer dans le vif du sujet. Comme les fois précédentes, je vous invite à utiliser les apports de la lecture à haute voix, tout particulièrement dans sa deuxième étape, c'est-à-dire au fur et à mesure que vous m'entendez évoquer un sujet, de poster dans le chat de simples mots extraits de ce que vous entendez du passage que je suis en train de lire. Je vais donc y aller paragraphe par paragraphe et puis à la fin de chaque paragraphe un peu conséquent, eh bien, je partage volontiers tous vos réflexions que je vous invite à poster sur le chat. C'est fait pour ça et donc de façon à avoir une lecture, comme je l'appelle ici, active et interactive. Je vous remets sous les yeux le sommaire et puis j'entame cette émission avec les expériences de 1000 grammes. En bref, les études de 1000 grammes ont été conçues pour déterminer dans quelle mesure des personnes ordinaires, écoutez bien, infligeraient de la douleur à des étrangers simplement parce qu'une figure d'autorité leur a dit de le faire. Je vous relis cette première phrase d'introduction tellement elle est importante. Les études de 1000 grammes ont été conçues pour déterminer dans quelle mesure des personnes ordinaires infligeraient de la douleur à des étrangers simplement parce qu'une figure d'autorité leur a dit de le faire. Alors vous voyez que si on voulait poster déjà des mots dans le chat, ça pourrait être le nom de cette expérience, du nom de l'auteur, hein. Donc je suis en train d'écrire 1000 grammes. On a entendu parler de figure d'autorité. On a entendu parler d'infliger de la douleur à des personnes inconnues, hein. Simplement donc parce qu'une figure d'autorité leur a dit de le faire. Donc voilà déjà quelques mots qu'on pourrait extraire de cette première phrase. N'hésitez pas à continuer à extraire des mots de ce que vous entendez pour qu'on muscle ensemble notre capacité d'attention. Je vous rappelle que l'attention est considérée par Marc Passio, l'auteur de 5 conférences sur la loi naturelle, comme de l'argent spirituel. Il y a 2 monnaies en quelque sorte pour l'argent spirituel qui sont le temps et l'attention. Je poursuis donc. Pour une description complète des expériences et de leurs résultats, voir le livre du docteur Milgram, Obéissance à l'autorité. Voici un bref résumé de ces expériences et de ses conclusions. Les sujets, donc les sujets de l'expérience, ont été invités à se porter volontaires pour ce qu'on leur a dit être une expérience visant à tester la mémoire humaine, sous la supervision d'un scientifique, la figure d'autorité. Une personne a été attachée à une chaise et munie d'électrodes, tandis que l'autre, le véritable sujet de l'étude, s'est assise devant une machine générant des électrochocs, c'est-à-dire des décharges électriques. Nous appellerons par la suite cette personne devant la machine qui délivre des électrochocs, en quelque sorte l'opérateur. On a dit à la personne qui se trouvait devant la machine à délivrer des électrochocs, donc l'opérateur, que l'objectif était de tester si le fait d'envoyer un électrochoc à l'autre personne, lorsqu'elle donnait une mauvaise réponse à une question de mémorisation, affecterait sa capacité à se souvenir des choses. Le véritable objectif, cependant, était de tester dans quelle mesure la personne devant la machine à générer des électrochocs infligerait de la douleur à un étranger innocent simplement parce qu'une personne jouant le rôle d'autorité le lui demandait. La machine à générer des électrochocs était équipée d'une série d'interrupteurs allant jusqu'à 450 volts et le sujet pilotant la machine était censé augmenter la tension et administrer une nouvelle décharge chaque fois que le sujet officiel de l'expérience se trompait dans sa réponse.
En réalité, le sujet officiel des tests était un acteur qui ne recevait aucun choc, mais qui, à des niveaux de tension donnés, poussait des cris de douleur, protestait contre des troubles cardiaques, demandait l'arrêt de l'expérience, criait à faire pitié et finissait par se taire, feignant l'inconscience ou la mort. En outre, la machine à électrochoc a été marquée par des étiquettes de danger à l'extrémité supérieure de la série d'interrupteurs. Vous l'avez compris, du côté des tensions se rapprochant de 450 volts. Les résultats de l'expérience ont choqué même le docteur Milgram. En bref, une majorité significative de sujets, près de 2 sur 3, ont poursuivi l'expérience jusqu'au bout, infligeant ce qu'ils pensaient être des chocs atrocement douloureux, voire mortels, à un parfait inconnu, malgré les cris d'agonie, les appels à la pitié, voire l'inconscience ou la mort de la prétendue victime. Le docteur Milgram lui-même résume succinctement la conclusion à laquelle il faut parvenir. Avec une régularité stupéfiante, on a vu de bonnes personnes se plier aux exigences de l'autorité et accomplir des actes insensibles et sévères. Une proportion importante de personnes font ce qu'on leur dit de faire, indépendamment du contenu de l'acte et sans limite de conscience, tant qu'elles perçoivent que l'ordre vient d'une autorité légitime. Voilà donc la conclusion succincte de Milgram lui-même. Il convient de noter que dans ces expériences, l'opérateur de la machine à électrochoc n'était pas menacé d'être puni s'il n'obéissait pas et qu'aucune récompense spéciale n'était promise en cas d'obéissance. Les résultats ne montraient donc pas simplement qu'une personne ordinaire pouvait blesser quelqu'un d'autre pour sauver sa peau ou blesser quelqu'un d'autre si cela lui était profitable d'une manière ou d'une autre. Au contraire, les résultats ont montré que la plupart des gens infligeraient une douleur atroce, voire la mort, à un étranger innocent sans autre raison que le fait d'avoir reçu l'ordre de le faire de la part d'une autorité perçue comme telle. Alors dites-moi comment vous recevez ces découvertes de cette expérience de Milgram et puis, n'hésitez pas à me confirmer si le son vous parvient de bonne qualité puisque, pour des raisons, non élucidées pour l'instant, à chaque émission, on a une période d'environ 1 minute à 1 minute 30 dans lequel le son, eh bien, est très dégradé. Alors je suis en train de voir si j'ai une restitution, est-ce que, tout ça marche ou pas? On va bientôt le savoir. Alors, si quelqu'un peut me confirmer dans le chat, que tout ça f voilà, ça y est, j'ai eu le retour. Donc, je me suis rassuré. Voilà, grâce à mon retour, j'ai pu vérifier que ça fonctionne et je reviens donc à mon texte. On ne saurait trop insister sur ce point. Il existe une croyance particulière qui conduit des gens fondamentalement bons à faire de mauvaises choses, voire des choses odieusement mauvaises. Même les atrocités commises par le Troisième Reich d'Hitler étaient le résultat non pas de millions de personnes malveillantes, mais d'une très petite poignée de personnes réellement malveillantes qui avaient acquis des positions d'autorité et de millions de personnes obéissantes qui se contentaient de faire ce que l'autorité perçue leur demandait de faire. Dans son livre sur Adolf Eichmann, le plus haut fonctionnaire d'Hitler, parfois appelé l'architecte de l'Holocauste, l'auteur Hannah Arendt a utilisé l'expression la banalité du mal pour faire référence au fait que la plupart des maux ne sont pas le résultat d'une malveillance ou d'une haine personnelle, mais simplement le résultat d'une obéissance aveugle des individus renonçant à leur libre arbitre et à leur jugement en faveur d'une soumission irréfléchie à une autorité imaginée. Il est intéressant de noter que le livre d'Arendt et les expériences du docteur Milgram ont choqué beaucoup de monde. La raison en est simple. Les personnes à qui l'on a appris à respecter l'autorité, à qui l'on a enseigné que l'obéissance est une vertu et que la coopération avec l'autorité est ce qui nous rend civilisés, n'aiment pas entendre la vérité.
à savoir que les personnes réellement mauvaises, avec toute leur malice et leur haine, représentent une menace bien moindre pour l'humanité que les personnes fondamentalement bonnes qui croient en l'autorité. Toute personne qui examine honnêtement les résultats des expériences du docteur Milgram ne peut échapper à cette réalité. Outre la leçon générale à tirer des expériences de Milgram, à savoir que la plupart des gens blesseront intentionnellement d'autres personnes si une autorité perçue le leur demande, plusieurs autres résultats des travaux de Milgram méritent d'être soulignés. Premièrement, de nombreux sujets des expériences ont montré des signes de stress, de culpabilité et d'angoisse lorsqu'ils infligeaient de la douleur à d'autres personnes et ont pourtant continué à le faire. Ce fait démontre qu'il ne s'agissait pas simplement de méchants sadiques attendant une excuse pour faire du mal à autrui, ils n'aimaient pas le faire. En outre, cela montre que ces personnes savaient qu'elles faisaient quelque chose de mal, mais qu'elles le faisaient quand même parce que l'autorité leur disait de le faire. Certains sujets ont protesté, supplié qu'on leur permette d'arrêter, tremblé de manière incontrôlée, voire pleuré, et pourtant la plupart ont continué jusqu'à la fin de l'expérience. La conclusion ne pouvait être plus évidente. La croyance en l'autorité pousse les bonnes personnes à commettre le mal. Dites-moi comment vous recevez cette affirmation. La croyance en l'autorité pousse les bonnes personnes à commettre le mal. Deuxièmement, le niveau de revenu, le niveau d'éducation, l'âge, le sexe et d'autres facteurs démographiques du sujet semblent n'avoir que peu ou pas d'influence sur les résultats. Statistiquement parlant, une jeune femme riche, cultivée et éduquée obéira à un ordre autoritaire de blesser quelqu'un d'autre aussi facilement qu'un travailleur manuel analphabète, pauvre et de sexe masculin. Le seul point commun à tous ceux qui ont poursuivi l'expérience jusqu'à la fin est qu'ils croyaient en l'autorité, évidemment. Là encore, le message à retenir, aussi troublant soit-il, est logiquement inéluctable. Indépendamment de presque tous les autres facteurs, la croyance en l'autorité transforme de bonnes personnes en agents du mal. Et là, je vous remontre ce premier schéma qu'on a apporté lors des 3 premières émissions. Vous voyez que cette croyance située en bas à gauche de ce schéma, qui engendre, comme on peut le voir avec la flèche remontant vers le haut, un ensemble de capacités, donc de potentiels, qui eux-mêmes engendrent des comportements et des actions, qui eux-mêmes engendrent des résultats, qui eux-mêmes viennent renforcer la croyance. Alors, on aurait tendance à penser que si on veut modifier les résultats dans ce schéma que vous avez sous les yeux, il faut donc modifier les comportements et les actions, puisque c'est juste le pavé qui précède ces résultats. En réalité, on oublie trop souvent que ces comportements et ces actions découlent des capacités que l'on suppose avoir, et pour supposer les avoir, il faut avoir les croyances adaptées. Je vous renvoie à cette phrase de Virgile qui dit la chose suivante: «Ils peuvent», donc ils ont les capacités, parce qu'ils croient, la croyance ici, en bas à gauche, qu'ils peuvent, juste au-dessus. Donc vous voyez que la tendance naturelle, quand on n'obtient pas les résultats voulus, est de modifier les comportements ou les actions, mais c'est ignorer que, en réalité, ces comportements et ces actions sont pilotés, si on remonte la chaîne de tout ça, par des croyances. Je reviens donc à notre sujet, de façon à ce que nous puissions avancer dans cette émission. Donc, je viens de vous donner la conclusion du deuxième résultat des travaux de Milgram, à savoir, indépendamment de presque tous les autres facteurs, la croyance en l'autorité transforme de bonnes personnes en agents du mal. Troisième résultat, lorsqu'on lui décrit l'expérience sans tenir compte des résultats, le citoyen moyen suppose que la compassion et la conscience de la plupart des gens les empêcheraient de poursuivre l'expérience jusqu'au bout. Les psychiatres professionnels ont prédit qu'environ une personne sur 1000 seulement obéirait jusqu'à la fin de l'expérience, alors qu'en réalité, ce chiffre s'élevait à environ 65%. Et lorsqu'on demande à une personne moyenne qui n'a pas été testée si elle serait allée jusqu'au bout de l'étude si elle avait été testée, elle insiste généralement sur le fait qu'elle ne l'aurait pas fait. Pourtant, la majorité d'entre eux le font. Là encore, le message est troublant, mais indiscutable. Presque tout le monde sous-estime énormément la mesure dans laquelle la croyance en l'autorité,
La croyance en l'autorité, même en soi-même, peut être utilisée pour persuader de bonnes personnes de commettre le mal. Quatrième point, le docteur Milgram a également constaté que certains sujets, défiant toute raison, étaient déterminés à rejeter la responsabilité des résultats de leur obéissance aveugle sur la victime, la personne choquée. En d'autres termes, par le biais d'une mentalité tordue, certains des sujets ayant subi le choc ont imaginé que la personne choquée était d'une certaine manière responsable de sa propre souffrance. Dans cet esprit, il ne faut pas s'étonner que, alors il y a une petite inversion de sens dans cette phrase, sans doute liée à la traduction. En d'autres termes, par le biais d'une mentalité tordue, certains des sujets ayant en fait délivré les électrochocs ont imaginé que la personne choquée, donc celle qui les recevait, était d'une certaine manière responsable de sa propre souffrance. Dans cet esprit, il ne faut pas s'étonner que lorsque des policiers sont surpris en train d'agresser des civils innocents, ou lorsque des soldats sont surpris en train de terroriser ou d'assassiner des civils, ou lorsque des gardiens de prison sont surpris en train de torturer des prisonniers, leur défense consiste souvent à rejeter la faute sur la victime, même si les agresseurs autoritaires sont obligés de déformer la vérité et la logique pour y parvenir. Alors j'en profite pour vous remercier, vous toutes et vous tous qui êtes avec nous. En tout cas, mon compteur m'en indique 10. Je vous remets sous les yeux notre sommaire et puis vous savez à quel point nous sommes attachés au dialogue et à l'échange. Alors, je voudrais vous signaler avant de poursuivre que d'ores et déjà les 80 pages de ce livre sont disponibles sous forme d'un téléchargement qui est valable de 72 heures. Ça veut dire que je l'ai posté hier, donc il y a déjà une journée d'écoulée. Donc vous avez encore grosso modo 48 heures pour le télécharger. Alors le lien, vous l'avez ici, mais je vais vous le redonner dans le chat pour vous favoriser le copier-coller. Et donc je vous encourage donc à télécharger les 80 pages de l'ouvrage traduit en français, avec donc un lien qui sera actif jusqu'au 2 août. Donc ne tardez pas, si cela vous intéresse, à faire ce téléchargement. Et je vous poste d'ores et déjà le lien à nouveau dans le chat, ce même lien que vous voyez juste avant, je vous le remets à l'écran. Voilà, mab.to/t/LAA grand R petit s petit t 5 WYB grand A/EU1 en minuscule comme vous le voyez à l'écran. Donc n'hésitez pas à vous procurer la version écrite de ce livre et peut-être de souligner les passages qui vous semblent importants. Alors, donc, je poursuis. Il est intéressant de noter que même si lors des procès de Nuremberg, l'excuse du simple respect des ordres n'a pas été acceptée pour justifier les actes des nazis, elle reste la réponse standard d'innombrables soldats, policiers, percepteurs d'impôts, bureaucrates et autres représentants de l'autorité lorsque la moralité de leur comportement est remise en question. Que ce soit dans les expériences de Milgram ou dans d'innombrables abus de pouvoir dans la vie réelle, ceux qui blessent intentionnellement d'autres personnes se rabattent simplement sur l'excuse standard, affirmant qu'ils ne sont pas personnellement responsables parce qu'ils n'ont fait qu'obéir aux ordres. Dans les expériences de Milgram, plusieurs sujets ont même demandé directement à la figure d'autorité lequel d'entre eux était responsable de ce qui se passait. Lorsque la figure d'autorité a répondu qu'elle était responsable, la plupart des sujets ont continué sans autre débat, apparemment à l'aise avec l'idée que tout ce qui se passait à partir de ce moment-là n'était pas de leur faute et qu'ils ne seraient pas tenus pour responsables. Là encore, il est difficile d'échapper au message. La croyance en l'autorité permet à des gens fondamentalement bons de se dissocier des actes malveillants qu'ils commettent eux-mêmes en les déchargeant de tout sentiment de responsabilité personnelle. Tout se passe comme si vous aviez en quelque sorte deux personnalités indépendantes en vous, ce qui peut être dans certains cas un signe de maladie mentale, l'une apparaissant dès lors que vous ne faites que suivre les ordres dictés par une autorité, et l'autre concernant votre libre arbitre et votre sens du bien et du mal. Le point 5, lorsque le voltage était laissé à l'appréciation de l'opérateur pilotant la machine générant les électrochocs.
il ne dépassait que très rarement les 150 volts, point à partir duquel celui qui faisait semblant d'être choqué disait qu'il ne voulait plus continuer. Il est très important de noter que jusqu'à ce point, et presque tous les sujets ont atteint ce point, le sujet recevant les électrochocs a émis des grognements de douleur mais n'a pas demandé l'arrêt de l'expérience. Par conséquent, celui qui délivrait les électrochocs pouvait raisonnablement dire que la personne les recevant avait accepté l'arrangement et que, jusqu'à ce moment, elle était toujours un participant consentant. Il est intéressant de noter que parmi les quelques opérateurs qui ne sont pas allés jusqu'au bout, beaucoup se sont arrêtés dès que le sujet recevant les électrochocs a dit qu'il voulait arrêter. C'est ce que l'on pourrait appeler la ligne libertaire, étant donné qu'une fois que le sujet officiellement testé demande à être détaché, continuer à le faire revient à initier une violence à l'encontre d'autrui, ce à quoi les libertaires s'opposent précisément. Malheureusement, ceux qui s'arrêtent à la ligne libertaire ne représentent qu'une petite minorité de la population. Pour le reste, les conclusions sont d'une clarté troublante. Parmi les personnes qui, à la demande de l'autorité, choqueraient quelqu'un qui dit calmement « je ne veux plus faire ça », la plupart continueraient à infliger la douleur, même si la victime hurlait à l'agonie. Est-ce parce que la plupart des gens sont mauvais? Non, c'est parce qu'ils ont été, retenez bien le mot, conditionnés à faire ce qu'on leur dit et ont été endoctrinés dans la superstition la plus dangereuse qui soit, la croyance en l'autorité. Alors j'espère que vous allez retenir ça, les amis. La superstition la plus dangereuse qui soit, c'est la croyance en l'autorité. Je vais prendre le temps de le noter et de vous le poster sur le chat. Donc la superstition la plus dangereuse qui soit, c'est la croyance, notez bien le mot croyance en l'autorité. Autrement dit que si une autorité vous dit de faire quelque chose, c'est forcément bien. Alors, il me reste à vous le poster. Voilà, donc retenez bien cette conclusion. La superstition la plus dangereuse qui soit, c'est la croyance en l'autorité. Il convient de noter que même le docteur Milgram n'a pas pu échapper à son propre endoctrinement dans le culte de l'autorité. En passant, et avec très peu de commentaires, il a même opiné que, je le cite, « nous ne pouvons pas avoir une société sans une certaine structure d'autorité ». Fin de citation. Il a faiblement tenté de défendre l'enseignement de l'obéissance à l'autorité en disant, je cite à nouveau, « l'obéissance est souvent rationnelle. Il est logique de suivre les ordres du médecin, de respecter les panneaux de signalisation et de quitter le bâtiment lorsque la police nous enferme d'une alerte à la bombe. Nous informe, pardon, d'une alerte à la bombe. » Fin de citation. Pourtant, aucun de ces exemples n'exige ou ne justifie une croyance en l'autorité. Contrairement à ce que l'on entend souvent, les médecins ne donnent pas d'ordre. Ils sont des autorités dans le sens où ils sont compétents dans le domaine de la médecine, mais pas dans le sens où ils ont le droit de gouverner. Pour ce qui est des autres exemples, la principale raison de respecter le code de la route ou de quitter un bâtiment contenant une bombe n'est pas que l'obéissance à l'autorité est une vertu, mais que l'alternative est la blessure ou la mort. Si dans un théâtre, une personne n'ayant pas autorité sortait une bombe de sous son siège, la montrait à tous et disait « Une bombe !» Est-ce que tout le monde resterait à sa place parce que cette personne n'est pas perçue comme une autorité? Bien sûr que non. Et si le gouvernement abrogeait la loi, qui dit de quel côté de la route il faut conduire? Les gens commenceraient-ils à faire des embardées au hasard? Bien sûr que non. Ils continueraient à conduire du bon côté parce qu'ils ne veulent pas s'écraser les uns contre les autres. Ainsi, même si le docteur Milgram s'est accroché à l'idée que la croyance en l'autorité est parfois nécessaire et bonne, il n'a fourni aucun argument rationnel pour étayer une telle affirmation. Le fait que même quelqu'un qui a été témoin de ce qu'a vécu le docteur Milgram soit incapable d'abandonner complètement cette superstition témoigne de la force du mythe de l'autorité. Alors dites-moi si le son vous parvient toujours, je fais une petite vérification. Parce que là je vois qu'il y a un petit problème sur le serveur. Alors ça semble fonctionner. Dites-moi si pour vous tout va bien. Après que le docteur Milgram a rendu publiques ses conclusions
Nombreux sont ceux qui ont été choqués et consternés par la mesure dans laquelle des personnes normales étaient prêtes à infliger la douleur ou la mort à des étrangers innocents lorsqu'elles en recevaient l'ordre d'une autorité perçue comme telle. Des tests similaires réalisés depuis les expériences du docteur Milgram ont donné des résultats similaires qui continuent de choquer certaines personnes. Toutefois, ces résultats ne devraient pas surprendre quiconque à examiner la façon dont la plupart des êtres humains sont élevés. Et c'est ce qui va, en quelque sorte, être explicité par le titre du paragraphe précédent, qui est le fruit de notre éducation, hein, consiste à enseigner, en fait, l'obéissance aveugle. Vous l'avez dans le sommaire que vous avez sous les yeux, le point deuxième paragraphe, enseigner l'obéissance aveugle. Et je vous rappelle que ce sommaire nous vient de la partie 3b, c'est-à-dire les effets du mythe sur les exécutants. On a évoqué donc successivement suivre les ordres. Maintenant, on a vu les expériences de Milgram et maintenant, nous allons évoquer le fait d'enseigner l'obéissance aveugle avec ses conséquences. Le but prétendu des écoles est d'enseigner la lecture, l'écriture, les mathématiques et d'autres domaines académiques de la pensée. Mais le message que les institutions d'éducation enseignent en réalité, bien plus efficacement que n'importe quelle connaissance ou compétence utile, est l'idée que la soumission et l'obéissance aveugle à l'autorité sont des vertus. Il suffit de considérer l'environnement dans lequel la majorité des gens passent la majeure partie de leurs années de formation. Année après année, les élèves vivent dans un monde où, premier point, ils sont approuvés, félicités et récompensés parce qu'ils sont là où l'autorité leur dit d'être. Quand l'autorité leur dit d'être là, ils reçoivent la désapprobation, le reproche et la punition s'ils sont ailleurs. Cela inclut le fait qu'ils sont contraints d'être à l'école pour commencer. Deuxième point, ils sont approuvés, félicités et récompensés lorsqu'ils font ce que l'autorité leur dit de faire. Ils reçoivent la désapprobation, le reproche et la punition s'ils font autre chose ou s'ils ne font pas ce que l'autorité leur dit de faire. Troisième point, ils sont approuvés, félicités et récompensés lorsqu'ils s'expriment au moment où l'autorité leur demande de le faire et de la manière dont elle le fait, et sont désapprouvés, réprimandés et punis lorsqu'ils s'expriment à un autre moment, d'une autre manière ou sur un autre sujet que celui que l'autorité leur demande d'aborder, ou lorsqu'ils ne s'expriment pas au moment où l'autorité leur demande de le faire. Quatrième point, ils sont approuvés, félicités et récompensés lorsqu'ils répètent les idées que l'autorité déclare être vraies et importantes, et sont désapprouvés, réprimandés et punis lorsqu'ils ne sont pas d'accord, verbalement ou dans un test écrit, avec les opinions de ceux qui se réclament de l'autorité, ou lorsqu'ils pensent ou écrivent sur des sujets autres que ceux sur lesquels l'autorité leur dit de penser ou d'écrire. Cinquième point, ils sont approuvés, félicités et récompensés lorsqu'ils signalent immédiatement à l'autorité les problèmes ou les conflits personnels qu'ils rencontrent, et sont désapprouvés, réprimandés et punis lorsqu'ils tentent de résoudre les problèmes ou de régler les différends par leurs propres moyens. Sixième point, ils sont approuvés, félicités et récompensés lorsqu'ils se conforment aux règles, mêmes arbitraires, que l'autorité décide de leur imposer. Ils reçoivent la désapprobation, le reproche et la punition pour avoir désobéi à ces règles. Ces règles peuvent porter sur presque tout, y compris les vêtements à porter, les coiffures à arborer, les expressions faciales à avoir, la façon de s'asseoir sur une chaise, ce qu'il y a sur un bureau, la direction à prendre et les mots à utiliser. Septième point, ils sont approuvés, félicités et récompensés lorsqu'ils signalent à l'autorité qu'un autre élève a désobéi aux règles, et sont désapprouvés, réprimandés et punis s'ils ne le font pas. Les élèves voient clairement et immédiatement que dans leur monde, il y a deux classes distinctes de personnes, les maîtres, professeurs, et les sujets, élèves, et que les règles de bonne conduite sont radicalement différentes pour les deux groupes. Les maîtres font constamment des choses qu'ils disent au sujet de ne pas faire: diriger les gens, contrôler les autres par la menace, s'approprier les biens d'autrui, etc. Ce double standard, constant et évident,
enseigne au sujet qu'il existe un standard de moralité très différent pour les maîtres et pour les sujets. Les sujets doivent faire tout ce que les maîtres leur disent de faire, et seulement ce que les maîtres leur disent de faire, alors que les maîtres peuvent faire à peu près tout ce qu'ils veulent. Alors n'hésitez pas à partager, sur le chat, à m'indiquer si vous avez, pu écouter les émissions précédentes, si ça vous parle cette superstition la plus dangereuse, à savoir, la croyance en l'autorité, hein. J'ai posté la phrase sur le chat pour que vous puissiez à tout moment vous raccrocher à notre sujet. Il n'y a pas si longtemps, les maîtres commettaient même régulièrement des agressions physiques, c'est-à-dire des châtiments corporels contre les sujets qui ne faisaient pas rapidement et sans discuter ce qu'on leur demandait, tout en disant aux sujets qu'il était totalement inacceptable qu'ils aient jamais recours à la violence physique, même en cas d'autodéfense, surtout en cas d'autodéfense contre les maîtres. Heureusement, le recours à la violence physique régulière et manifeste par les enseignants est devenu rare. Cependant, bien que la force soit devenue moins évidente, les méthodes de base du contrôle autoritaire et de la punition demeurent. Dans une salle de classe, l'autorité peut modifier les règles à volonté, punir l'ensemble du groupe pour les actes d'un seul élève et interroger ou fouiller n'importe quel élève ou tous les élèves à n'importe quel moment. L'autorité n'est jamais considérée comme ayant l'obligation de justifier ou d'expliquer aux élèves les règles qu'elle édicte, ni quoi que ce soit d'autre qu'elle fasse. Et l'autorité ne se préoccupe pas de savoir si un élève a de bonnes raisons de penser que son temps serait mieux utilisé s'il était ailleurs, s'il faisait quelque chose d'autre, ou s'il pensait à autre chose. Les notes que l'élève reçoit, la façon dont il est traité, les signaux qu'il reçoit, écrits, verbaux et autres, dépendent tous d'un seul facteur, sa capacité et sa volonté de soumettre sans réserve ses propres désirs, jugements et décisions à ceux de l'autorité. S'il le fait, il est considéré comme bon. Dans le cas contraire, il est considéré comme mauvais. Alors, petite pause pour montrer à ceux qui nous ont rejoints la première fois aujourd'hui la couverture du livre. Vous voyez, ce livre, on le doit à l'Arconne rose. Et je vous rappelle par quel, chemin, en fait, nous avons été amenés à nous intéresser à ce livre. Eh bien, c'est par l'intermédiaire des émissions qu'on trouve sur la chaîne Jeanne Traduction, qui sont consacrées à la loi naturelle. L'auteur de ces conférences, au nombre de 5, comme vous le voyez actuellement sous les yeux, grâce à la playlist qu'on a mis en place sur notre chaîne. Donc la playlist est sur notre chaîne, mais les émissions elles-mêmes sont en fait déposées sur la chaîne YouTube qui s'appelle Jeanne Traduction, comme vous le voyez à l'écran. Alors Marc Passio a été donc traduit de l'anglais vers le français par Jeanne Traduction, ce qui fait que la voix est doublée en français, ce qui rend l'écoute très facile et très instructive. Et donc, 5 conférences de plus d'une heure un quart, hein, je ne sais pas si on voit, 2 heures, vous voyez, pour la première, 1 h 48 pour la deuxième, 1 h 40 pour la troisième, 1 h 39 pour la quatrième et 1 h 36 pour la cinquième. Donc, 5 conférences très denses. Et dans la conférence numéro 3, donc 3 sur 5, eh bien, Marc Passio nous dit que s'il y avait 2 seuls livres à lire de manière impérative, eh bien, il y aurait celui que vous êtes en train de découvrir avec votre serviteur, et puis un autre livre dont je vais tâcher de vous partager à l'écran la couverture. Alors l'autre livre, on le trouve relativement facilement, alors que celui-ci, je n'ai pu le trouver qu'en anglais, d'où mon idée de vous le transmettre sous forme d'émission. Alors le deuxième livre s'appelle La fin du mal et vous allez le trouver aisément sur Amazon ou ailleurs. Donc voilà pour le deuxième livre de Jérémy Locke, La fin du mal. Donc si vous voulez pouvoir comprendre ces 5 conférences de la loi naturelle, je vous conseille vivement de lire ces 2 ouvrages. Celui-ci, vous pouvez vous le procurer, contrairement d'ailleurs à ce que dit Marc Passio dans sa conférence, il est devenu facile à trouver pour la modique somme de 5 euros. Ce livre de Jérémy Locke, La fin du mal. En revanche, le second, à ma connaissance, je n'ai pas trouvé de version papier éditée, on trouve un PDF en anglais et donc c'est ce PDF que je traduis émission par émission pour vous le doubler en français.
Alors je reviens à tout ce qui est transmis par l'école en termes d'endoctrinement et de respect absolu de l'autorité. Cette méthode d'endoctrinement n'est pas le fruit du hasard. L'enseignement aux États-Unis et en fait dans une grande partie du monde a été délibérément modelé sur le système prussien d'éducation, conçu dans le fait exprès de former les gens à devenir des outils obéissants de la classe dirigeante, faciles à gérer et prompts à obéir sans réfléchir, en particulier à des fins militaires. Comme l'expliquait Johann Fichte, l'un des concepteurs du système prussien, l'objectif de cette méthode était de façonner l'élève de telle sorte qu'il ne puisse pas vouloir autre chose que ce que les autorités veulent qu'il veuille. À l'époque, le système était ouvertement reconnu comme un moyen d'asservir psychologiquement la population à la volonté de la classe dirigeante. Et c'est exactement ce qu'il continue de faire partout dans le monde, y compris aux États-Unis. La raison pour laquelle la plupart des gens font tout ce que l'autorité leur dit de faire, que l'ordre soit moral ou rationnel, est que c'est exactement ce qu'ils ont été formés à faire. Tout ce qui concerne la scolarité autoritaire et l'éducation autoritaire, même la version moderne qui prétend être bienveillante et ouverte d'esprit, martèle continuellement dans la tête des jeunes l'idée que leur succès, leur bonté, leur valeur même en tant qu'être humain se mesure à leur capacité d'obéir à l'autorité. Faut-il s'étonner alors que, plutôt que d'appliquer la logique aux preuves pour parvenir à leurs propres conclusions, la plupart des adultes cherchent une autorité pour leur dire ce qu'ils doivent penser? Faut-il s'étonner que lorsqu'un homme portant un badge commence à aboyer des ordres, la plupart des adultes obéissent timidement sans poser de questions, même s'ils n'ont rien fait de mal? Faut-il s'étonner que la plupart des adultes se soumettent docilement aux interrogatoires et aux fouilles que les forces de l'ordre veulent leur infliger? Faut-il s'étonner que de nombreux adultes se précipitent vers l'autorité la plus proche pour résoudre un problème ou régler un différend? Faut-il s'étonner que la plupart des adultes se conforment à n'importe quel ordre, aussi irrationnel, injuste ou immoral soit-il, s'ils considèrent que celui qui donne l'ordre est l'autorité? Cela ne devrait-il pas être surprenant si l'on tient compte du fait que presque tout le monde a été formé délibérément pendant de nombreuses années pour se comporter de la sorte? Je répète, cela ne devrait-il pas être alors sans doute cela ne devrait pas être surprenant si l'on tient compte du fait que presque tout le monde a été formé délibérément pendant de nombreuses années pour se comporter de la sorte. Les expériences du docteur Milgram ont clairement montré que le type de personnes produites même par notre société moderne, prétendument éclairée, même dans les bons vieux États-Unis, ce bastion supposé de la liberté et de la justice, sont pour la plupart des outils insensibles, irresponsables et irréfléchis pour tout mégalomane qui revendique le droit de gouverner. Lorsque le peuple est intentionnellement entraîné à se soumettre humblement à la bête appelée autorité, lorsqu'on lui enseigne qu'il est plus important d'obéir que de juger, pourquoi devrions-nous nous étonner de l'extorsion, de l'oppression, du terrorisme et des meurtres de masse qui sont commis simplement parce qu'une autorité autoproclamée l'a ordonné? Toute l'histoire de l'humanité rend la formule mortelle aussi évidente que possible. Quelques dirigeants malveillants, plus de nombreux sujets obéissants, égale injustice et oppression généralisée. Ça se présente dans le texte comme une formule de mathématiques que je vais vous retranscrire sur le chat. Alors la première partie de cette égalité, eh bien, c'est quelques dirigeants malveillants auxquels il convient d'additionner de nombreux sujets obéissants, donc plus on fait l'addition, de nombreux sujets obéissants. Quel est le résultat de cette opération? Eh bien, c'est l'injustice et l'oppression généralisée. Donc, vous voyez qu'on trouve dans cet ouvrage, finalement, beaucoup de compréhension à la situation globale du monde dans lequel nous vivons. Et Dieu sait que tous ceux qui sont sensibles à l'injustice ne peuvent qu'hurler devant le niveau qu'elle atteint
dorénavant et savent à quel point l'exemplarité de la part de nos gouvernants est une chose, qui a complètement disparu pour autant qu'elle ait jamais existé. Alors justement, tout ça, cette équation, que vous avez sous les yeux, quelques dirigeants malveillants, désolé, j'ai oublié le S, je crois qu'on ne peut pas modifier, plus de nombreux sujets obéissants, égale injustice et oppression généralisée. Malgré la faute d'orthographe, je vous la mets sous les yeux. Donc maintenant, on va voir la fabrication des monstres. Alors n'hésitez pas à vous manifester, vous êtes bien timide ce soir sur le chat. N'hésitez pas à me dire si le son se maintient dans une qualité d'écoute confortable, ou si on est arrivé à la fameuse minute qui est survenue à plusieurs reprises, pendant laquelle le son disparaît quasiment complètement, ou en tout cas devient inaudible. Alors, vous le voyez au milieu de l'écran, vous avez la fabrication des monstres comme troisième paragraphe de cette émission du jour 1er août 2023. Il convient également de mentionner l'étude psychologique menée à l'université de Stanford en 1971, dans laquelle une sorte de prison fictive a été mise en place, avec des dizaines d'étudiants désignés comme prisonniers fictifs et d'autres comme gardiens de prison fictifs. L'expérience a dû être interrompue prématurément après seulement 6 jours parce que ceux qui avaient reçu l'autorité, les gardiens, étaient devenus scandaleusement insensibles, abusifs et sadiques à l'égard de leurs prisonniers. Il convient de noter que les abus commis par les gardiens sont allés au-delà de ce qui leur avait été demandé par les responsables de l'expérience qui visaient à humilier et à dégrader les prisonniers. Cela montre que les tendances personnelles malveillantes ou sadiques d'un individu sont un facteur important contribuant à de tels abus, mais que la plupart des gens ne passent ouvertement à l'acte que lorsqu'ils occupent une position d'autorité qu'ils croient leur donner la permission de le faire. Le même phénomène peut être observé dans toutes sortes d'abus de pouvoir, qu'il s'agisse d'un bureaucrate en mal de pouvoir, d'un soldat ou d'un policier qui aime brutaliser ou agresser des civils, ou de tout autre fonctionnaire qui aime exercer son pouvoir sur les autres. Ces exemples démontrent que non seulement la croyance en l'autorité permet à des personnes fondamentalement bonnes de devenir des instruments d'oppression et d'injustice, mais qu'elle fait également ressortir et amplifie de façon spectaculaire le potentiel de malveillance, de haine, de sadisme et d'amour de la domination que ces personnes peuvent posséder. La superstition de l'autorité commence par faire des gens ordinaires de simples agents du mal, ce qu'Arendt a décrit comme la banalité du mal, mais elle continue ensuite à rendre ces gens personnellement mauvais en les convainquant qu'ils ont le droit, voire le devoir, de maltraiter et d'opprimer d'autres personnes. On peut le constater dans le comportement des soldats, des policiers, des procureurs, des juges et même des petits bureaucrates. Toute personne dont le travail consiste à harceler, extorquer, menacer, contraindre et contrôler des gens honnêtes deviendra tôt ou tard au moins insensible, voire carrément sadique. On ne peut pas agir continuellement comme un monstre sans finir par le devenir. Une autre chose importante à noter, comme le montrent d'innombrables exemples d'abus de pouvoir, est que si la croyance en l'autorité peut conduire les gens à infliger du mal à d'autres personnes, cette même croyance ne peut souvent pas limiter la mesure dans laquelle les agents de l'autorité font du mal à d'autres personnes. Par exemple, de nombreux individus qui n'opprimeraient jamais un innocent de leur propre chef deviennent officiers de police, acquérant ainsi le pouvoir légal de commettre un certain degré d'oppression. Pourtant, ils finissent souvent par aller bien au-delà de l'oppression légale qu'ils sont autorisés à commettre et deviennent des monstres sadiques et avides de pouvoir. Il en va de même, peut-être même davantage, pour les soldats. Peut-être que la raison pour laquelle tant d'anciens combattants finissent par être profondément traumatisés sur le plan émotionnel n'est pas tant le résultat d'une réflexion sur ce dont ils ont été témoins que le résultat d'une réflexion sur ce qu'ils ont eux-mêmes fait. Le taux élevé de suicide chez les anciens combattants confirme cette thèse. Il n'est pas logique que quelqu'un souhaite sa propre mort simplement parce qu'il a vu quelque chose d'horrible. Il est beaucoup plus logique que quelqu'un souhaite sa propre mort parce qu'il a lui-même fait quelque chose d'horrible et qu'il est en fait devenu quelque chose d'horrible.
La raison pour laquelle la croyance en l'autorité peut pousser les gens à commettre le mal, mais ne peut finalement pas limiter le mal qu'ils commettent, est simple. Hormis les limites techniques censées s'appliquer à un agent de l'autorité, le principal concept enseigné à l'agent d'exécution et le principal concept qu'il doit accepter pour faire son travail est qu'en tant que représentant de l'autorité, il est au-dessus des gens ordinaires et a le droit moral de les contrôler par la force. En bref, on lui apprend que son insigne et sa position font de lui le maître légitime de tous les gens moyens. Une fois qu'il est convaincu de ce mensonge, il faut s'attendre à ce qu'il méprise le citoyen moyen et le traite avec mépris de la même manière et pour la même raison qu'un propriétaire d'esclaves traite ses esclaves non pas comme des êtres humains, mais comme des biens dont les sentiments et les opinions n'ont pas plus d'importance que les sentiments et les opinions du bétail ou des meubles du maître. Il est très révélateur que de nombreux responsables de l'application des lois modernes se mettent rapidement en colère, voire deviennent violents lorsqu'un citoyen moyen s'adresse simplement à l'officier en tant qu'égal, au lieu d'adopter le ton et le comportement d'un sous-fifre soumis. Encore une fois, cette réaction est exactement la même et a la même cause que celle qu'aurait un maître d'esclaves lorsqu'un esclave insolent s'adresserait à lui d'égal à égal. Les exemples ne manquent pas, comme en témoignent les nombreuses vidéos d'abus policiers diffusées sur Internet de représentants supposés de l'autorité entrant dans une colère noire et recourant à la violence ouverte simplement parce qu'une personne qu'ils ont approchée leur a parlé comme un adulte parlerait à un autre au lieu de parler comme un sujet parlerait à un maître. Les mercenaires d'État qualifient ce manque de soumission d'attitude. À leurs yeux, quelqu'un qui les traite comme de simples mortels, comme s'ils étaient au même niveau que les autres, manque de respect à l'égard de leur prétendue autorité. Alors, merci Contact Terre pour ton message. Ça fait plaisir de te lire. Bonsoir à tous. Son et images, merci de confirmer que tout fonctionne bien. Euh, Voilà, je remets à l'écran le paragraphe dans lequel nous sommes, à savoir la fabrication des monstres. De même, toute personne qui ne consent pas à être détenue, interrogée ou fouillée par les représentants de la loi est automatiquement perçue par les mercenaires de l'État comme une sorte de fauteur de trouble qui a quelque chose à cacher. Encore une fois, la véritable raison pour laquelle un tel manque de coopération agace les forces de l'ordre autoritaires est que cela revient à ce que les gens les traitent comme de simples humains au lieu de les traiter comme des êtres supérieurs, ce qu'ils s'imaginent être. Par exemple, si une personne était confrontée à un étranger sans badge, qui commençait à l'interroger d'une manière manifestement accusatrice et demandait ensuite à pouvoir fouiller ses poches, sa voiture et son domicile, non seulement la personne accostée refuserait presque à coup sûr, mais elle serait aussi probablement scandalisée par cette demande. Bien sûr que vous n'avez pas le droit de fouiller dans mes affaires. Pour qui vous prenez-vous? Mais lorsque des étrangers munis d'un badge font de telles demandes, ce sont eux qui sont offensés lorsque les cibles de leurs harcèlements, accusations et fouilles intrusifs et injustifiés s'y opposent et refusent de coopérer. Même lorsque les officiers savent parfaitement que les quatrième et cinquièmes amendements de la Constitution américaine stipule spécifiquement qu'une personne n'a aucune obligation légale de répondre à des questions ou de consentir à des fouilles, un tel manque de coopération, c'est-à-dire le fait de ne pas se plier sans réserve à tous les caprices et à toutes les demandes de l'agent d'exécution, est toujours considéré par la police comme un signe que la personne doit être une sorte de criminel et d'ennemi de l'État. Du point de vue des responsables de l'application de la loi, seul un ignoble voyou traiterait les représentants de l'autorité de la même manière qu'ils traitent les autres. Je me suis fait une attestation pour venir vous écouter. Voilà, c'est de l'humour un peu jaune, hein. Heu, YouTube a approuvé pour l'instant. Ouais, c'est à peu près ça. On est je partage cet avis que nous sommes en liberté, surveillée, les amis. Encore une fois, ce n'est pas ainsi que la plupart de ces personnes voient le monde avant de devenir des agents de la force publique.
au cours de leur formation autoritaire, on leur apprend spécifiquement à traiter les gens comme des inférieurs, à toujours essayer de prendre le contrôle de tout et de tous dès qu'ils arrivent sur les lieux, en disant à chacun où aller, quoi faire, quand il peut parler, et ainsi de suite. On ne leur dit pas seulement qu'ils ont le droit de donner des ordres à tout le monde, ce qui serait déjà dangereux, on leur apprend qu'ils doivent, dans toutes les situations, utiliser tout ce qu'il faut, ordre, intimidation ou violence pure et simple, pour amener toutes les personnes présentes à se plier à leur autorité, et on leur apprend que c'est un crime pour quiconque de ne pas se plier sans réserve à leur autorité, ce qu'ils qualifient de désobéissance à un ordre légal. À noter cette expression, désobéissance à un ordre légal. Il est également très significatif que la police ait l'habitude, dès son arrivée sur les lieux, de s'assurer que personne d'autre n'est armé d'une quelconque arme et de désarmer quiconque l'est, avant même de savoir qui sont les gens ou ce qui se passe, et même si les gens sont légalement armés. Le but évident de cette pratique est de créer immédiatement un énorme déséquilibre de pouvoir où seuls les responsables de l'application de la loi ont la capacité d'imposer par la force leur volonté aux autres. Imaginez l'arrogance nécessaire pour qu'un citoyen moyen arrive sur les lieux sans connaître la situation et les personnes impliquées et que sa toute première pensée soit: personne n'a le droit d'avoir une arme sauf moi. En bref, les responsables de l'application des lois sont formés pour être des mégalomanes, oppresseurs et pour traiter tous les autres comme du bétail. Et la nature humaine étant ce qu'elle est, toute personne qui traite régulièrement les autres de cette manière, de la manière dont les forces de l'ordre sont tenues de traiter tous les autres, apprendra à mépriser les autres et à les traiter avec dédain, irrespect et hostilité. Quelle que soit la bonté ou la méchanceté d'un individu au départ, le moyen de faire ressortir le pire en lui est de lui donner une autorité sur les autres. Je pense que vous mesurez à la fois l'importance et la gravité de ces propos et la nécessité absolue de sortir de cette croyance dans laquelle nous sommes pour la plupart en la légitimité absolue de l'autorité au motif qu'elle se nomme elle-même autorité. Alors, on ouvre une parenthèse, note personnelle de l'auteur, plusieurs anciens officiers de police m'ont personnellement dit qu'ils avaient quitté la police après avoir constaté que leur travail et leur supposée autorité les transformaient peu à peu en monstres. L'un d'entre eux a d'ailleurs utilisé ce mot exact. Fermez la parenthèse. Alors, si vous êtes en notre compagnie, faites comme Contact Terre que je remercie. Ben voilà, il suffit de le dire. Bonsoir Babouti. Vous savez à quel point ça nous fait plaisir d'être dans ces modes de lecture que je qualifie d'actives. La lecture à haute voix est quelque chose de probablement peut-être plus actif que des yeux, avec l'écoute qui en résulte pour vous. Et puis interactive, c'est-à-dire n'hésitez pas à noter les mots et les expressions employées au fur et à mesure que vous les entendez dans le chat, sans reconstituer la phrase entière, mais juste comme ça pour accrocher notre attention et garder un fil conducteur. Alors actuellement, j'ai Contact Terre et Babouti qui se sont manifestés sur les 7 personnes actuellement présentes. En toute honnêteté, de nombreux responsables de l'application des lois s'efforcent d'être des gentils et tentent au moins de traiter les autres avec respect. Mais en fin de compte, ils ne peuvent pas traiter les autres sur un pied d'égalité tout en restant des responsables de l'application de la loi. Ils peuvent être amicaux et même s'excuser, par exemple: «Désolé, mais je vais devoir vous demander de…» Mais leur travail exige toujours qu'ils contrôlent et extorquent les autres de manière coercitive et pas seulement ceux qui ont réellement fait du mal à quelqu'un. Un policier ne peut pas traiter les autres sur un pied d'égalité sans perdre son emploi. Imaginez un policier qui ne procéderait à des contrôles routiers, à des fouilles, à des détentions et à des interrogatoires, ou qui n'utiliserait la force physique contre quelqu'un que dans des situations où vous vous sentiriez justifié de le faire vous-même, sans qu'un badge ou une loi ne vous l'interdise. Il en va de même pour les enquêteurs, les procureurs et les juges du gouvernement. Tout fonctionnaire qui refuserait d'enquêter, de poursuivre ou de condamner quelqu'un pour un crime sans victime perdrait rapidement son emploi. Ce n'est pas aux agents de l'autorité de décider quelle loi appliquer. S'il existe des lois moralement illégitimes, comme c'est toujours le cas, toutes les branches de l'application de la loi autoritaire sont tenues de les appliquer, contribuant ainsi à l'extorsion et à l'oppression de personnes innocentes. Même si une grande partie de ce qu'il fait
est destiné aux véritables criminels, ceux qui ont commis des actes d'agression contre d'autres personnes. Chaque responsable de l'application de la loi, dans le cadre de son travail, est tenu de commettre lui-même des actes d'agression. Certains ne font pratiquement rien d'autre que d'initier la violence, comme les percepteurs d'impôts, les agents des stupéfiants et les agents de l'immigration. Il est donc littéralement impossible, dans presque tous les cas, de travailler pour le gouvernement sans commettre des actes d'agression immoraux. Le fait d'être un responsable de l'application de la loi et d'être une personne morale s'exclut presque toujours mutuellement. Alors n'hésitez pas effectivement à tisser ces liens, ne serait-ce qu'en vous saluant sur le chat, comme Babouti est en train de le faire avec Contact Terre. Vous savez que dans nos émissions passées, qui remontent maintenant à la lecture du livre de Valérie Bugeaud, que bien évidemment je vous recommande, puisqu'il s'appelle Les raisons cachées du désordre mondial, hein, il y a des ramifications possibles, puisque vous savez que Valérie Bugeaud parle dans plusieurs de ses conférences de la loi naturelle, et que par ailleurs, je vous ai dit à quel point nous avions trouvé intéressante cette série de conférences de Marc Passio sur la loi naturelle qui nous ont tout naturellement conduite, l'écoute, à la lecture de ce livre que nous faisons maintenant à haute voix avec vous. Donc n'hésitez pas à vous manifester sur le chat, vous savez aussi à quel point ça nous fait plaisir. Donc, même s'ils s'acquittent poliment de leurs tâches et même s'ils s'attaquent aux véritables criminels, ceux qui font des victimes, les forces de l'ordre sont toujours des agresseurs professionnels qui soumettent le peuple à la volonté des politiciens par la violence et la menace de la violence. Et quiconque, hein, les Gilets jaunes ont largement payé leur tribut à toutes ces affirmations que vous entendez aujourd'hui. Et quiconque fait cela, s'il n'avait pas déjà un certain degré de mépris et de haine pour son prochain, le développera presque à coup sûr. En d'autres termes, même le propriétaire d'esclaves le plus gentil et le plus amical, s'il continue à croire en la légitimité de l'esclavage et à le pratiquer, commettra le mal et infligera des dommages aux personnes qu'il considère comme sa propriété légitime. Il développera naturellement un certain mépris à l'égard des victimes de son agression et se comportera de manière méprisante à leur égard. La capacité de la croyance en l'autorité à créer du tort et son incapacité simultanée à limiter ce tort une fois que le maître s'imagine avoir le droit de régner sur ses inférieurs peuvent être observées non seulement sur une base individuelle, mais aussi à grande échelle. La plupart des débats et des écrits qui ont conduit à la ratification de la Constitution américaine se sont concentrés sur la limitation des pouvoirs du gouvernement fédéral et sur la discussion de toutes les choses qu'il n'était pas autorisé à faire. La Déclaration des droits, par exemple, est une liste de choses que la Constitution interdit au gouvernement américain de faire. En fait, les 9e et 10e amendements en font une liste ouverte de sorte que le gouvernement fédéral, en théorie, n'est pas censé faire autre chose que ce que la Constitution l'autorise spécifiquement à faire. Néanmoins, à l'exception peut-être du 3e amendement, la Déclaration des droits est aussi une liste des droits que les agents fédéraux violent tous les jours dans tous les États de l'Union. En réalité, que ce soit au niveau individuel ou national, dire à quelqu'un tu as le droit de dominer les autres, mais seulement dans ses limites, aboutira tôt ou tard à ce que cette personne domine les autres sans reconnaître aucune limite à son pouvoir. À long terme, il n'existe pas et ne peut exister de gouvernement limité, car une fois que quelqu'un est accepté par les autres comme un maître légitime et qu'il estime avoir le droit moral de gouverner, il n'y aura rien ni personne au-dessus de lui avec le pouvoir de le restreindre. Au sein d'un gouvernement, une autorité supérieure peut choisir de limiter une autorité inférieure, mais la logique et l'expérience montrent qu'une hiérarchie autoritaire prise dans son ensemble ne se limitera jamais longtemps. Pourquoi le ferait-elle? Pourquoi un maître mettrait-il ses propres intérêts au-dessous de ceux de ses esclaves? Retenez bien cela, les amis. Pourquoi un maître mettrait-il ses propres intérêts au-dessous de ceux de ses esclaves? Et je vous renvoie à différentes prises de parole d'Étienne Chouard qui explique quand même une bonne partie de ces notions à sa manière.
La Constitution en est un parfait exemple. Un morceau de parchemin qui prétendait accorder une autorité très limitée à certaines personnes, mais qui n'a absolument pas réussi à empêcher ces personnes de dépasser ces limites, créant quelque chose qui s'est finalement transformé en l'empire autoritaire le plus puissant de l'histoire. Et le problème ne peut pas être résolu en nommant une autre série de maîtres, par exemple un système judiciaire au sein de la même structure autoritaire, dans le but supposé d'imposer des limites à la première série de maîtres. La séparation des pouvoirs, les freins et contrepoids et les procédures régulières n'ont aucun sens si les maîtres et ceux qui sont chargés de les limiter font partie de la même organisation autoritaire. Cela devrait, les amis, on arrive à la fin de cette émission, mais ça devrait vous permettre bien des anomalies de ce monde moderne, bien des abus de pouvoir sans précédent. Euh, je vous rappelle à tout ce que on a pu obliger les citoyens à faire. Je vous rappelle les confinements, les obligations sanitaires de porter un masque et bien d'autres encore. Tout ça pour des motifs qui s'avèrent fallacieux. Et bien évidemment, on attend et on peut toujours attendre non seulement les excuses et que les auteurs de tous ces forfaits se retrouvent emprisonnés pour plus qu'abus de confiance, pour maltraitance, quand ce n'est pas davantage. Alors, les amis, merci d'avoir été avec nous ce soir. J'espère que tout ça va vous aider à ouvrir les yeux sur une situation certes peu ragoûtante, mais il se dit ici et là, et je ne sais pas s'il y a d'autres alternatives, que si nous voulons sortir de ce monde de coercition et d'esclavage, seule l'éducation, l'instruction et quelque part ces formations que nous pouvons tous partager avec nos modestes outils et compétences et moyens, eh bien, c'est le moyen, effectivement, je l'espère en tout cas, d'aider chacun à mesurer son niveau d'endoctrinement et sa difficulté qu'il a, hein. Certains ont pu vouloir, à certains moments, tenter, s'ils n'en étaient pas d'accord, de le porter, d'entrer dans un magasin sans masque et se sont vus repris par le commerçant et peu ont réussi à lui tenir tête, arguant du fait que ce commerçant, normalement, ne faisait pas partie du gouvernement et à ce titre aurait eu le droit de mettre de son propre chef quelqu'un en dehors de son magasin pour un motif de masque, par exemple. Donc tout ça, c'est du vécu, hein. Je crois qu'on a eu une expérience pendant ces 3 années qualifiées Covid, grandeur nature de ce que peut être l'obéissance, la soumission. Je ne reviens pas sur les médecins qui avaient tous évidemment adhéré au serment d'Hippocrate et qui disposaient normalement de la liberté de prescrire, qui se sont vus retirer cette liberté du jour au lendemain et on les a peu entendus évidemment par rapport à cela. Et encore une fois, c'est un euphémisme de le dire ainsi. Parfois, il est juste de refuser le totalitarisme, on dit contact terre, et il y a bien d'autres choses qu'on pourrait petit à petit évoquer. Alors, en tout cas, merci d'avoir été là ce soir. Vous voyez que on s'est cadré sur environ une dizaine de pages de la version anglaise par émission et à chaque fois, vous voyez que tout cela prend environ 1 heure pour être partagé et retransmis. Alors dès demain, eh bien, ça sera l'émission numéro 7 et vous voyez qu'on va évoquer la diabolisation de la victime, ce que signifie le badge, de nobles motifs de mauvaises actions et puis fier de commettre le mal. Alors normalement, tout cela, sachant que personne n'échappe totalement à ces endoctrinements et à ces conditionnements, il est bien normal que l'écoute première de ce livre, eh bien, bousculant vos croyances, vous donne parfois envie de tout envoyer balader parce que, évidemment, c'est ça l'effet pervers des croyances, c'est qu'elles sont en fait confondues
avec des vérités, mais en fait, une croyance n'a rien à voir avec une vérité, hein. Je vous rappelle la métaphore. Les croyances sont comme des vêtements que nous portons. Si, pour telle raison, tel jour, je veux m'habiller en bleu et que le lendemain, je veux m'habiller en vert, le changement de vêtements, ne change pas mon identité. Malheureusement, ce que nous, pour la plupart, nous appliquons à nos vêtements, nous l'appliquons pas à nos croyances et pourtant, la plupart d'entre nous ont pu croire au Père Noël qui descendait par la cheminée. Par la suite, ont changé la croyance sans pour autant que, ça ait gâché toute leur vie, mais en tout cas se sont autorisés à changer la croyance. Donc vous voyez que, certaines croyances sont, vraisemblablement plus faciles à changer que d'autres. Là-dessus, je vais vous souhaiter une excellente, excellente soirée. Je vais vous donner rendez-vous pour tous ceux qui veulent s'accrocher à cette étude qui en vaut franchement la peine. Je vais vous donner rendez-vous, eh bien, demain mercredi 2 août à 21h30 avec le programme que vous avez sous les yeux, la diabolisation de la victime, ce que signifie le badge, de nobles motifs de mauvaises actions et fier de commettre le mal. Passez une excellente soirée, les amis, et une excellente nuit. À tout bientôt.